Raphaël Enthoven, bonjour. Bonjour. Vous publiez Krasnaïa, une sorte de mise à jour 2022 de La ferme des animaux de George Orwell, Oui. Une satire de nos démocraties à l'heure de la cancel culture, des réseaux sociaux. Sur la couverture, il est d'ailleurs écrit récit et non pas roman. Oui. Pourquoi ce terme? C'est pour nous faire sentir qu'on n'est pas bien loin de la réalité finalement? C'est la chronique d'une communauté. C'est la chronique d'une communauté dont les événements, les péripéties, les malheurs, les catastrophes, les choses burlesques, etc. engagent, à mon avis, d'autres communautés. Donc il y avait une valeur d'exemplarité à ce que je racontais. Il paraissait que roman était un peu excessif. Et puis, je voulais faire quelque chose qu'on puisse lire à deux niveaux. À la fois comme une histoire marrante d'animaux, et en même temps comme la parabole de la démocratie où l'on tente de vivre. Alors justement, sur la forme, la référence à Orwell est évidente. Sur le fond, vous avez voulu nous rappeler ce que Tocqueville nous a appelé finalement, nous a appris que les démocraties recèlent en elles-mêmes des faiblesses, des menaces pour la démocratie. C'est ça, c'est le génie de Tocqueville. C'est-à-dire la première moitié du 19e siècle, Tocqueville pointe ce qu'il appelle les despotismes sournois à l'œuvre dans la démocratie. Il repère le fait qu'une liberté mal comprise, une liberté mal utilisée, une liberté négligée par ceux qui en bénéficient, est une liberté qui se retourne contre elle-même, selon des tas de procédures qu'il pointe déjà, notamment la tyrannie de la majorité, c'est-à-dire la façon dont une foule exclut une parole, phénomène qu'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tocqueville appelle ça les despotismes sournois. Et moi, j'ai voulu, à ma façon, avec des animaux, décrire la manière dont une démocratie sans contrepoint, sans adversité, sans dictature menaçante autour, sans danger de cette nature. Chacun la revendiquant à sa façon. Absolument, et pour cette raison exposé à un danger plus grand encore, qui est celui d'un suicide de la liberté. Et c'est ça que je raconte. Alors la fable animalière, c'est évidemment une façon de s'amuser. Oui. On cherche derrière chaque animal quel homme politique ou quel personnage médiatique pourrait se cacher. Est-ce que c'est aussi une façon pour vous d'écrire des choses que vous n'auriez pas osé écrire en citant nommément des personnes, Bien sûr, comme dit la formule, existant ou ayant existé? Et voilà, c'est ça. Toute ressemblance avec des personnages existants serait fortuite ou pas. Mais ce qui est vrai, c'est... Bon, je voulais parler d'animaux. J'avais lu Orwell, j'avais La Fontaine en tête, j'avais les films de Miyazaki en tête. Je voulais représenter des animaux hybrides. Pas simplement des masques d'animaux, des animaux qui parlent. Mais au-delà de ça, j'ai découvert en le faisant, au cours de l'écriture, que ça me donnait une liberté que j'avais jamais eue. La liberté de tout dire. Si vous montrez de la fornication entre animaux, on ne vous accuse pas de montrer de la pornographie, de la violence, c'est pareil. Et si vous distillez des traits significatifs qui vous permettent d'identifier tel ou tel personnage, vous n'êtes pas suspect non plus de caricaturer qui que ce soit. La liberté que ça donne est extraordinaire. Est-ce que vous vous réfugiez un petit peu derrière ces animaux, comme certains internautes se réfugient derrière leur pseudonyme pour aller plus loin dans ce que vous dites? Parce que, à visage découvert, j'allais dire, vous n'avez pas peur habituellement d'aller au clash avec les gens, donc contester les idées? Non, c'est que en fait, non, d'abord parce que je ne m'en cache pas. Les animaux ressemblent à des personnages qu'on peut aisément identifier. Je ne m'en cache pas et je ne m'en défends pas non plus. Mais les personnages en question, que ce soit Marine Le Pen, Macron, le Mélenchon, qui vous voulez, Zemmour, Fillon, peu importe, les personnages en question ne sont pas seulement eux-mêmes, ce sont aussi des types démocratiques. Il y a la démagogue qui essaie de tamiser son discours. Il y a le jeune loup dont on ne sait pas s'il est pour la compétition ou pour l'égalité. Il y a le démagogue, le petit âne au gros sabot qui continue de vouloir plaire en se plaignant de tout. Ceux-là sont des types démocratiques au-delà des personnages auxquels ils ressemblent. Ça me permettait, parler d'animaux, me permettait à la fois de faire rire mon lecteur, éventuellement de le faire sourire en lui montrant des choses qui lui sont familières, mais aussi d'élever des personnalités au niveau de types démocratiques généraux. Le point de départ de ce récit, c'est Vladimir, c'est un cheval qui aime beaucoup les saillies dans tous les sens du terme, qui fait de beaux discours, lénifiants, ça lui évite de prendre trop de décisions. Alors on peut penser à un chef d'État récent par exemple, si on a envie. Éventuellement, c'est un canasson pusillanime, complaisant et pris à pic. Et qui, pour cette raison, si vous voulez, c'est une couille molle pris à pic. C'est-à-dire qu'il est aussi veule et faible quand on lui propose un problème, il essaie de s'en sortir par l'altitude, qu'il est vigoureux quand il a du désir pour ses semblables. Donc du coup, je ne peux plus citer personne. Ce Vladimir, il est à la tête des animaux de Krasnaïa, mais un incendie criminel va mettre en cause sa reconduction.
En quoi est-ce que la situation ressemble ou pourrait ressembler à ce qu'on est en train de vivre nous Français à l'approche d'une élection présidentielle? Je ne sais pas, vous allez me dire. La société des animaux est ainsi constituée que pour que les herbivores et les carnivores réussissent à vivre ensemble, les lois font en sorte, permettent aux citoyens de Krasnaïa de dissoudre la culpabilité. Chaque fois qu'il y a un crime, ils disent « c'est pas de sa faute, l'animal avait faim » ou bien « c'est pas de sa faute, l'animal a eu une enfance difficile », etc., etc. Tous les moyens sont mis en œuvre pour dissoudre la culpabilité. Et c'est de cette manière qu'ils arrivent à instaurer une sorte de régime où ils croient avoir vaincu la loi du plus fort, ce qui n'est pas vrai. Et il y a un incendie. Et cet incendie n'est précédé d'aucun orage. Il faut admettre par conséquent qu'un animal a causé cet incendie. Et ceci impose de repenser la question de la responsabilité au sein de la communauté des animaux, ce qui ouvre sur un chaos sans nom. Après cet incendie, il y a soudain un orignal qui propose qu'on désigne le coupable par un vote, plutôt que par une enquête. Oui, un monde où les faits sont remplacés par des opinions, est-ce que c'est ce que nous sommes en train de vivre de façon inéluctable? Alors, pourquoi les faits sont-ils remplacés par les opinions dans le monde que nous connaissons? Parce qu'en vertu d'une pathologie démocratique aisément identifiable et vieille comme les sans-culottes, qui consiste à confondre l'égalité des droits et l'équivalence des compétences. C'est-à-dire le sentiment qu'il suffit de passer 10 minutes sur Doctissimo pour expliquer à son médecin comment se soigner soi-même, si vous voulez. Ce sentiment démocratique-là, cette fausse démocratisation de l'expertise, culmine ici dans la proposition démagogique entre toutes d'élire le coupable. Qui mieux que le peuple est fondé à savoir celui qui a mis le feu parmi eux. Donc c'est ainsi qu'on pousse à l'extrême cette logique. C'est un chemin qu'on prend de façon irrémédiable ou on peut... C'est un chemin démocratique, c'est-à-dire c'est pas irrémédiable, mais c'est un chemin qu'on prend, c'est un chemin qui se vit comme libératoire alors qu'il est aliénant. C'est un chemin qui considère qu'il augmente les droits et les compétences du peuple alors qu'en réalité il manipule les gens. Et c'est ce chemin-là qui est délétère. C'est cette façon qu'a la liberté de se nuire en croyant qu'elle augmente. Dans ce monde animal, il y a aussi alors des albinos qui rappellent furieusement nos indigénistes. On parle du totalisme qui est un petit air d'intersectionnalité. On évoque le fraternoragisme qui ressemble étrangement à l'islamo-gauchisme. Bref, tous ces communautarismes que vous combattez par vos écrits, dans vos interventions à la radio, à la télé, est-ce que les médias, les réseaux sociaux ne donnent pas à tous ces phénomènes plus de place qu'ils n'en ont finalement en réalité? Non, je ne crois pas. Je crois que ça correspond à une tendance très profonde inscrite en démocratie, que l'identitarisme d'extrême droite ou d'extrême gauche, l'identitarisme aujourd'hui est si puissant parce que nous avons les moyens numériques aujourd'hui de vivre, un, dans un monde parallèle, deux, de prendre nos opinions pour la vérité et de prendre nos vérités pour nos identités. Et l'identitarisme est dopé par les moyens d'expression dont nous disposons aujourd'hui et c'est un phénomène au contraire très puissant. La difficulté que l'on a à créer les conditions d'un dialogue sur un réseau social, alors qu'un réseau social censément est censé exalter le dialogue, cette difficulté en témoigne au plus haut point. On croit que le débat consiste uniquement à juxtaposer des opinions qui se prennent pour des identités. Dans le livre, je raconte la façon dont les animaux qui se rendent à la place du cirque pour discuter commençaient par y aller en laissant leurs préjugés au vestiaire à l'entrée. Et puis finissent par s'y rendre, non plus pour penser contre eux-mêmes, mais avec la carapace de leurs identités et le sentiment qu'il faut maintenant crier plus fort que l'autre. Ils ont l'impression d'augmenter la démocratie et la liberté en le faisant, alors qu'en réalité, elle régresse. Dans le débat public, on entend souvent la référence à deux animaux, les vaches à lait, quand on parle d'impôts par exemple, et puis, alors ça c'est plus récent, les moutons. On entend beaucoup cette expression dans la bouche des anti-vax pour parler du reste de la population qui a accepté le vaccin. Ça vous inspire quoi ces deux références? Alors, les vaches à lait, j'en sais rien parce que c'est vieux comme le monde et puis c'est une métaphore qui convient parfois, puis dont les démagogues se servent volontiers. Non, les moutons, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que la moutonisation est dénoncée par des gens qui se déplacent en troupeau. C'est-à-dire que nous avons le convoi, le troupeau de la liberté, entre guillemets, qui dénonce les moutons qui, eux, restent chez eux. C'est-à-dire que nous avons un troupeau qui s'indigne de ce que des gens qui ne font pas troupeau soient restés chez eux et qui parlent d'eux comme de moutons. De façon générale, c'est un des paradoxes, mais ça c'est vieux comme Zemmour d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, quand Zemmour disait « tous les dealers sont noirs et arabes », par exemple, il disait des phrases comme ça, il se vivait comme un mouton noir. Et il disait à la fois « je suis seul à penser ça et je pense tout haut ce que plein de gens pensent tout bas ». Il oubliait qu'être un mouton noir, c'était être aussi grégaire que les autres.
Donc, on reste un mouton. Ce sont des moutons qui se moquent des moutons, si vous voulez. La meilleure réponse qu'on puisse leur opposer, c'est la première image des temps modernes où on voit des moutons entrer dans une ferme juste avant de voir des ouvriers entrer dans une usine, pour bien rappeler effectivement que nous sommes moutons même quand on croit qu'on s'en sort. 10 000 Français ont été interrogés au début de l'année par Opinionway et le Cevipof. 39% d'entre eux verraient d'un bon œil que le pays soit dirigé par un homme fort qui n'ait pas à se préoccuper du Parlement ou des élections. Qu'est-ce que ça vous inspire? Que le mouvement d'hyper-démocratie, de revendication hyper-démocratique, de respect universel, d'hyper-tolérance, etc., est un mouvement qui se tient la main, qui fonctionne en binôme avec le désir d'un pouvoir fort, d'un pouvoir autoritaire. Et que tout cela et tout ceci fait le lit de la démagogie, c'est-à-dire du sentiment que... Qu'est-ce que c'est qu'un démagogue? C'est quelqu'un qui passe alliance avec le peuple aux dépens des puissants, aux dépens des corps intermédiaires, de sorte qu'il donne au peuple le sentiment qu'il est près de lui et qu'en même temps, il a les pleins pouvoirs. Il y a un lien fondamental entre l'hyper-désir de démocratie et la venue au pouvoir d'un démagogue qui confisque le pouvoir tout en feignant de le rendre. C'est ça qui m'inquiète en réalité, et c'est ça qu'il faut briser. C'est le potentiel totalitaire des revendications soi-disant démocratiques que nous vivons aujourd'hui. D'un mot pour revenir à Krasnaïa, on a parlé d'Orwell, on a parlé de Tocqueville, on pourrait parler de Beaumarchais finalement. Est-ce que vous vous pressez de rire de notre démocratie, de peur d'être obligé d'en pleurer? D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire qu'il est vrai que je raconte une histoire triste, mais que je me suis follement amusé à la raconter et que j'ai voulu qu'elle fût drôle tout le long du récit. C'est-à-dire que c'est une histoire globalement triste peut-être, mais dont chaque étape devait, pour passer le filtre de l'écriture, me paraître hilarante. C'est Schopenhauer, j'y avais pas pensé, mais Schopenhauer dit que la vie, à bien la regarder, ressemble à une tragédie. Nous naissons par hasard dans un monde qui s'en fout, on va mourir sans savoir pourquoi, dans l'intervalle on souffre. Mais la position qui est la nôtre, vraiment, est celle d'une comédie, d'un personnage de comédie. Et c'est étonnant, c'est comme si la vie, dans sa mansuétude, nous avait quand même confié le rôle du bouffon. Merci beaucoup, Merci Raphaël à vous. Absaben.